Donc monsieur Roland m'a dit que vous avez terminé au slide, je sais plus. Je sais plus, c'était quel slide? C'est marqué dans les mails, mais j'ai pas internet. Ça c'est pour le Ouais. Ok. Donc, hop, 41. 41. Oui, 41e personne qui rentre. Alors, aujourd'hui on va parler... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi je n'ai pas internet? Pourquoi je n'ai pas internet? Bon, aujourd'hui nous allons parler des pointeurs, des structures, et ça va déjà faire l'affaire, et de la mémoire, comment sont stockées les variables en mémoire. Donc, voilà. Prenons une petite... ça c'est pour les accents que je ferai tout à l'heure. Donc on a bien reçu vos mails qui disaient que vous étiez trop en TP, mais voilà. On ne peut pas avoir un deuxième assistant. On verra si on peut faire des séances de guidance supplémentaires. On essaye de mettre la solution sur Twitch pour que tout le monde puisse voir le tableau et que les gens puissent même faire le TP chez eux. Voilà, on a bien écouté vos requêtes, mais on n'a pas beaucoup d'actions qu'on peut faire. Donc, première chose dont j'ai envie de vous parler, j'ai même des petites notes ici. Hop, dans TP2. Non, c'était une petite note. Dans pratique. Voilà mes petites notes. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler des bytes en général, de voir un fichier en binaire, de l'encoding, de comment sont stockées les variables sur la stack, qu'est-ce qu'un pointeur, comment se passe un appel de fonction sur la stack. J'ai aussi envie de vous parler évidemment de malloc et free, qui est donc le heap, donc le tas en français. On prendra l'exemple de la fonction swap, bien connue. Je parlerai des structures qui deviennent des objets en C++. Et ça, on va peut-être pas le faire, mais je vous invite à comparer les vitesses d'exécution quand vous faites un programme C avec un programme Python. Et si on a du temps et de l'inspiration, cette commande permet de voir l'assembleur d'un programme compilé. Objdump-d. Alors, première chose dont j'avais envie de parler dans cette petite liste, c'est justement des bytes. Donc par exemple ici, c'est l'exemple que j'avais ici, voilà. Donc là, vous voyez, je suis actuellement en train d'éditer un fichier UTF-8. Et là, j'écris le caractère E. Donc si je vais en Python, ici, vous voyez que le caractère E, quel est son numéro? Oh, Unicode, c'est 233. Quel est son numéro au format hexadécimal? C'est E9. Et si on l'encode en UTF-8, ça nous donne 2 bytes. Et ces 2 bytes, c'est 165, 169, ce qui fait donc C3A9. Donc ça veut dire que là, j'écris un fichier texte. Et dans ce fichier texte, il y a une quote suivie de 2 bytes, suivie d'une quote. Donc par exemple, si je vais ici, je suis dans TP2. Je suis là, n'est pas dans TP2. Je vais le déplacer. Hop, copier le nom du fichier. Move dans move ça ici. Donc nous avons
Donc ici nous avons la quote, 2 bytes et puis la quote. Ce que je peux voir avec le programme HD qui montre un programme au format binaire, attention, il va y avoir du binaire. Et donc voilà, ici nous avons plein de binaires. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Là on a 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5, 6, 7, ça fait 8. Et puis encore 8, et puis on passe à la ligne. Et donc ici on voit que le premier byte c'est le byte 23 qui correspond au hashtag, etc. On continue, là vous voyez qu'il y a ma petite quote, qui est donc la quote, c'est le byte 22. En effet, si je fais ceci, j'ai le byte 22. Et à l'intérieur du byte 22, il y a C3 à 9. Donc C3 à 9, c'est les 2 bytes de E encodés sous format UTF-8. UTF-8 est un format d'encodage à longueur variable. Donc je vous laisse googler pour savoir comment ça marche. C'est ce qui est utilisé le plus sur Internet. Donc, par exemple, un autre format qui est malheureusement encore très utilisé parce que à cause du passé, c'est l'encodage dit CP1252 ou encore Windows 1252 qui est par défaut sous Windows. Et donc là, sans grande surprise, le E s'encode comme un seul byte, le byte E9. Et donc parfois, ce qui peut se passer dans des programmes mal configurés, c'est que vous avez 2 bytes, voilà, qui ont été encodés en UTF-8, mais qui ont été décodés, en CP1252. Et donc là, vous avez sûrement déjà vu tous cette suite de caractères ici. Voilà. Si vous n'avez jamais vu ça, tant mieux. Mais voilà, si un jour vous voyez ça, vous savez directement que la cause c'est ceci. Et donc pour revenir au C, le C il s'en fout de tout ça. Le C, un quart, c'est un byte. Et donc voilà. Ici la chaîne S ici, elle a 2 bytes. Ce que je fais dans ce programme, si je le compile et que je le lance à A.out, vous voyez que le premier byte c'est 0. Le premier byte c'est 61, moins 61, et le deuxième byte c'est moins 87. Et moins 61 plus 256, on a un truc négatif, comparé à moins 87 plus 256, ça nous fait bien les 2 bytes 195, 169. Ce qui nous fait C3 à 9. Bon, ça c'était le premier truc dont je voulais vous parler, c'était des bytes. Et donc par exemple les bytes intéressants c'est le \n. Donc par exemple le \n qui permet de passer à la ligne que vous connaissez bien. Mais il existe aussi le \r. Et sous Windows, comme on fait pour passer à la ligne, on utilise 2 bytes. On fait \r suivi de \n. Donc voilà, si vous ouvrez un fichier texte ouvert sous Windows, là vous voyez que je passe à la ligne grâce à 1 byte, c'est le byte 0A. 0A. 0A c'est le byte 10 et le byte 10 c'est le \n. Voilà. Donc voilà. L'encoding c'est ce qui permet de passer du texte au byte. Donc en Python je vous ai montré ce qu'il en était. En C, il n'est pas au courant de tout ça. Lui il voit que des bytes et donc si le fichier ici était encodé en UTF-8, la chaîne fera 2 bytes. Et si maintenant je vais par exemple dire que ce fichier était encodé en CP1252, vous voyez que la conversion se fait et que je mets un et dedans. Je lance ce programme, il n'y a qu'un seul byte, le byte moins 23. Et moins 23 ça correspond à E9. Donc le E9 qui est le numéro de E. Bon, ça c'était un petit discours sur les bytes. Donc, je vais remettre en UTF-8 parce que je ne suis pas fou. Et donc, nous passons à la suite qui est la variable et la stack. Donc par exemple, imaginons que j'ai un programme. Je vais sauvegarder ce programme. Un commit auto git commit am update. Voilà, j'ai sauvegardé ce programme. Je peux le modifier à ma guise. Et donc, je vais faire un autre exemple.
prenons un exemple qu'on avait vu tout à l'heure. Donc peut-être petit rappel, sur ma machine, si on a dans l'ordre on a char, short, int, long, float, double. Bah, je vais vous le rappeler parce que je m'en rappelle. Donc sur ma machine char, c'était size of char, c'était 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, 4 bytes, 8 bytes. Donc si je prends par exemple ce code-ci, et que je lance, qu'est-ce que je vais voir dans la mémoire? Où est passé mon fichier? Memory help. Donc imaginez que j'ai une mémoire ici, et à l'adresse, imaginons que l'adresse 1200 ce soit la première adresse de la fonction main. Qu'est-ce que je vais voir là? À l'adresse 1200, je vais voir 5. Mais un int, c'est 4 bytes, donc je ne vais pas juste voir 5 ici. C'est ces 4 bytes-ci qui vont contenir la valeur 5. Ensuite, j'ai un short ici. Un short, c'est plus petit, donc ça se met sur 2 bytes. Et donc ici, je vais avoir un petit 2. Puis après, j'ai 3 bytes qui sont successivement de 5, 2, 3. 5, 2, 3. Et puis si je m'amuse à rajouter par exemple un tableau de short ici, qui contient bit 9, bien j'aurai ici 8. Et ici j'aurai 9. Ok. Bon, évidemment ça c'est en considérant que je commence à 1200. Maintenant on va compiler ceci et on va un peu analyser les choses. Donc je vais, c'est là que vient, on va vérifier si ces adresses sont correctes. Comment on fait pour afficher l'adresse d'une variable? On utilise le symbole et. Donc par exemple ici je vais dire dans l'ordre afficher l'adresse de A convertie en entier, puis l'adresse de S, puis l'adresse peut-être pas S, on va l'appeler X, de X, l'adresse de S crochet 0, l'adresse de S crochet 1 et l'adresse de T crochet 0. Et donc allons-y, je voulais garder ça ouvert, donc on va fermer ça gentiment, save, Dolphin ici, hop, voilà. Et donc on va lancer ce programme et on va vérifier que ces adresses sont bien ce qui a été annoncé. Donc je vais compiler mon programme et le lancer. Git, voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein d'adresses. Cast, là on a des warnings parce qu'on fait des trucs bizarres. Je vais peut-être... oui. Je vais peut-être mettre ça sur des entiers non signés. Unsigned long. Bon, alors une adresse sur ma machine, moi j'ai 8 Go de RAM, donc une adresse sur ma machine, elle est de 8 bytes. J'ai un processeur 64 bits, donc ça n'est pas étonnant. Donc par exemple, si je demande size of pointeur, size of est par n'importe quel pointeur, donc on verra qu'un pointeur, il a la taille de... qu'un pointeur permet de garder des adresses en mémoire. Et donc sur ma machine, un pointeur fait 8 bytes. On y verra. Donc une adresse, parce que moi j'ai une grande mémoire, j'ai une mémoire plus grande que 4 Go. Et vous savez que 4 Go c'est 2 exposant 32. Donc si on a plus qu'une mémoire de 4 Go, généralement on aura besoin de plus que 4 bytes pour stocker une adresse en mémoire. Ça c'est 4 milliards. Donc, qu'est-ce qu'on raconte ici? Ici on n'a toujours pas des... On a toujours des nombres négatifs, donc on va peut-être les afficher ok, directement
en tant qu'adresse. Donc P pour pointeur. Comme ceci. Voilà. Donc on voit que notre adresse de base c'est celle-ci. Je vais prendre nos adresses ici et la mettre dans le Python. Voilà. Hop. Donc je passe en Python pour un peu analyser ces petites choses. Donc la première adresse qu'on a, c'est celle-ci. Et la deuxième adresse qu'on a, c'est celle-ci. Donc vous voyez qu'il y a bien qu'il y a 2 bytes de différence. Et puis on a $11 bytes de différence ici. Ok, c'est un peu louche. Bon, je vous ferai une démonstration plus véridique, plus pratique, je vous l'enverrai. Donc là, j'abandonne. Je ne sais pas l'erreur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je vais sauver ça. C'est que normalement, si tout se passe bien, c'est ce que j'ai montré ici. Alors, il y a d'autres... c'est peut-être ça qui se passe chez moi. Donc ça dépend de la machine sur laquelle vous travaillez. Parfois, l'ordinateur va se permettre de rajouter un peu de mémoire non utilisée entre les valeurs. Bon, donc, les pointeurs. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple, je vais faire un pointeur vers entier, et je vais dire qu'il vaut l'adresse de A. Donc, un pointeur, on a vu que c'était 8 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8 bytes. Et là, ça va stocker l'adresse de A. Et donc l'adresse de A, dans mon exemple, c'est 1200. Ok, donc ça c'est bien clair pour tout le monde. Quand on écrit ceci, on a un pointeur qui, dans mon cas, fait 8 bytes, qui contient l'adresse de A. Donc il contient l'adresse de la variable en question. Alors, ici, on a 3 valeurs, donc l'adresse du premier élément c'est censé être 1206, l'adresse du deuxième élément c'est censé être celui-là et celui-là, etc. Voilà. Et donc, sur les pointeurs on peut faire de l'arithmétique, par exemple je peux dire que Q vaut B plus 1, et dans ce cas-là, donc dans mon exemple ici, ça c'était 1200, et dans cet exemple ici c'est 1204, on verra pourquoi. Alors ça sert un peu à rien de faire juste de l'arithmétique de pointeur pour le fun, je pense à même des erreurs. Ce qui est plus intéressant, c'est par exemple, je vais faire un pointeur M qui est à l'adresse de T. Et si maintenant je fais un pointeur M N qui vaut M plus 1, l'adresse de T dans mon exemple, c'était 1209, et ici, N égale M plus 1, c'était 1211. Une fois qu'on a un pointeur, on peut le déférencer. Par exemple, je peux retrouver de retour la valeur pointée par P. Donc si j'écris K qui vaut déférencé P, P vaut quoi? P vaut 1200. Qu'est-ce qui se trouve à l'adresse 1200? On retrouve 5. Donc ici, K vaut 5. Et donc, oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc ici, P vaut l'adresse de A. Donc P c'est ça, c'est un pointeur, c'est à 8 bytes. Il vaut l'adresse de A. L'adresse de A dans mon exemple c'est 1200. Donc ça veut dire adresse de A. Et à l'inverse, ici, je dis K, c'est déférencer P. Déférencer, c'est-à-dire on va chercher à l'adresse qui est dans P, donc P vaut 1200, on va chercher à l'adresse 1200 et on lit ce qu'il y a. Vu que c'est un pointeur vers int, on va lire 4 bytes. Donc 5. Mais si ça n'avait pas été 1200, ça aurait posé problème. Si ça avait été, ouais, si on avait mis arbitrairement à une valeur folle, par exemple 100, on aurait eu probablement une segmentation fault. C'est-à-dire quoi? Que vous accédez à la mémoire
auxquelles vous n'avez pas accès. Mais là, on est safe, on fait des choses safe. Donc là, je ne vais pas le lancer parce que, encore une fois, j'aimerais bien comprendre ce problème de mémoire avant. Mais quand on dit P plus 1, donc on a 1204, dans mon exemple ici, si on s'amusait à lire ce qu'il y a à la valeur Q, on aurait 4 bytes, on aurait un mix de ces 4 valeurs-là. Je vous ferai peut-être une démonstration chez moi. Oui. Au niveau de la syntaxe, par exemple, on est int, étoile P, ouais. pointeur, on ne doit pas faire int étoile, il n'y a pas de différence. Int étoile P. On a mis l'étoile avant le P. Ça marche aussi. C'est la même chose. Oui, ça ou ça, tout ça, c'est la même chose. Pour les shorts aussi, du coup. Oui. Oui. Donc vous voyez que j'ai alterné. La syntaxe est vieille, on sait ce que ça veut dire. Enfin, moi je sais ce que ça veut dire, mais c'est un peu le mess. Ok, donc ça c'est important à savoir. Donc par exemple, ce qui est intéressant, c'est que par exemple là, le T, le deuxième élément de T, je peux dire, donne-moi l'adresse de T, fais plus 1, et puis des références ceci. Et ça va donner un short, dans l'exemple ici. Et ça, c'est rien d'autre qu'un raccourci pour dire T crochet 1. Donc le crochet n'est rien d'autre qu'un raccourci pour cette syntaxe-ci. Alors on verra que un tableau peut être converti explicitement en pointeur, donc on peut aussi écrire ceci. Alors, voilà, ça c'était pour la mémoire et les pointeurs. Donc quand on affiche un pointeur, on écrit %p et ça affiche la valeur hexadécimale du pointeur. Alors quand on fait un appel de fonction, donc point suivant, quand on fait un appel de fonction, par exemple je fais une fonction ici, void, qui prend un entier et un short, et puis je fais des choses dedans. Quand j'appelle la fonction ici, par exemple avec f de 8, 9, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans Python Tutor. D'ailleurs, Python Tutor existe pour le C aussi. On va faire l'exemple de swap sur Python Tutor. Pendant que ça charge. C'est pas grave si on a mis un return alors que c'était bug. Oui, là, ça ferait une erreur, bien sûr. Hein. Donc, Internet est vraiment pas sympa aujourd'hui. Mais le site Python Tutor, il a un mode C, donc vous pouvez tester des programmes en C sur Python Tutor, y compris avec des pointeurs. Donc ça, vous verrez les pointeurs sous forme de flèches, comme à la bonne vieille époque. Vous utilisez Python Tutor pour comprendre vos premiers programmes en Python. Donc, ce que je veux dire, quand on appelle une fonction, ce qui se passe dans la mémoire, c'est pas bien compliqué. Donc là, je vais appeler une fonction f ici qui prend deux paramètres, un entier et un short. Donc imaginons que j'appelle f de 8, 9. Qu'est-ce qui va se passer? Un peu plus loin dans la mémoire, ici. Donc là, on était en 1220. Hop, voilà. Un peu plus loin, parce qu'il y a quand même un peu de mémoire qui est utilisée pour traiter la fonction. Par exemple, ici, eh ben, il y aura notre int et notre short. 1, 2, 3, 4. Notre int et notre short. Donc là, on aura 8 et 9. Et une fois que la fonction est finie, donc là, on va renvoyer une valeur. Généralement, quand on renvoie une valeur, elle se met quelque part, typiquement ici. Mais bon, ça, c'est la mécanique interne. Et quand la fonction est finie, ce qui se passe, c'est que le programme se souvient que maintenant, la stack ne finit pas là, mais elle finit là. Et donc, ces valeurs existent toujours dans la mémoire. Et donc, il y a des petits bugs qu'on peut essayer d'exploiter. Si on appelle deux fois la même fonction et qu'on n'initialise pas des variables, par exemple, si maintenant je crée ici une variable p et que je veux la lire directement, p va se mettre gentiment ici, 1, 2, 3, 4 bytes. Et là, il voudra quelque chose. Imaginons que je l'imprime et puis après je le mets à 4. La première fois que j'appelle cette fonction deux fois, la première fois que j'appelle cette fonction, il y aura, d'abord je vais imprimer quelque chose qu'il y avait dans la mémoire à cet emplacement-ci, donc un peu n'importe quoi. Puis je vais mettre à 4. Puis la fonction va être finie, donc je vais revenir ici. Les valeurs ici restent dans la mémoire. Et quand je vais le réappeler, probablement que quand je vais afficher ici %d, le p, eh bien, il sera affiché 4.
Voilà, ce genre de truc. Il y a des slides en cours qui feraient les meilleurs exemples, comme ceci. Donc ça, c'était qu'est-ce qui se passe quand on fait un appel de fonction. Les variables se mettent simplement en dessous dans la stack. Alors la fonction swap, elle utilise les pointeurs pour faire un échange de valeurs. Elle se trouve quelque part dans le cours. Oui, ça on y vient. Dépassement de tampon. Ouais. Où est la fonction swap? Bon, la fonction swap, tout le monde sait réécrire. Je vais sauvegarder ça. La fonction swap, tout le monde sait l'écrire. C'est... Elle prend deux valeurs. Et elle les swap. Ok, donc qu'est-ce qui se passe si j'appelle maintenant swap, et, je sais pas moi, A et... Bon, imaginons que j'ai un autre entier ici, B, qui vaut 2. Si j'appelle A de B, qu'est-ce qui se passe dans la stack? Donc là, imaginons que j'ai B ici. Imaginons que je le mette ici. On va dire qu'il est là. Là, on va dire qu'il est là. Et donc, B vaut 2. Et donc, quand j'appelle swap A de B, que vaudra A? L'adresse de A, ce A là. Donc ici, 1200. Donc ici, on aura A qui vaudra 1200 dans mon exemple. Et B qui vaudra 1221. Ok? Donc la première ligne, on va dire lire ce qui se trouve à l'adresse 1200. Donc on va lire 5. Et puis on fait l'opération de swap. Donc cette fonction va directement modifier les valeurs qui sont mises là en haut. Donc sur Python Tutor, je vous conseille de le faire. Je pense que j'ai le temps de le faire. Il est 45. Moi, j'avais pas bien vu le début de la séance. Je pense que j'ai un peu parlé trop. Donc ici, si on prend en C, on peut voir comment se passe le swap de deux variables. Donc au début, on a A et B qui valent successivement 5 et 2. On appelle swap de AB. Et donc on voit que A pointe vers A et B pointe vers B. Et quand je fais int C égale A, je crée un C à l'intérieur ici. Et quand je fais différencier A est égal à différencier B, la valeur de A va directement changer. Du coup, quand la fonction est finie, les variables ont bien été modifiées. Ok, dernier truc dont je voudrais parler, c'est les structures. Alors les structures, c'est pas bien compliqué. Une fois qu'on a compris ça, c'est la même chose. Donc je vais vider cette petite fonction, vider ces valeurs-là et vider toutes ces petites valeurs-là. Je vais peut-être les mettre voilà, après mon pointeur. Hop. Et donc, imaginons qu'après mon pointeur, donc je vais sauvegarder ça encore une fois. Voilà. Maintenant, je fais une structure. Donc, une structure, c'est simplement ceci. Et donc, si je mets deux variables en un, et ça nous fait une variable qui contient les deux. Donc, par exemple, je fais ici un... On va pas l'appeler A, on va l'appeler personnage. Et un personnage, ça a une vie et des points.
Et donc je vais par exemple créer un personnage. Donc vous voyez que ça se crée de exactement de la même manière une variable. On peut même créer un deuxième personnage qui soit une copie du précédent. Et je peux accéder aux variables de ce personnage. Donc dans la mémoire, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai un personnage qui s'appelle P, qui prend donc 4 bytes plus 2 bytes. Ça nous fait 4 bytes plus 2 bytes, et qui valent successivement 56 et 12. Et tout ça, c'est P. Donc si on demande l'adresse de P, on aura 1221. Et quand je dis personnage Q est égal à P, c'est la même manière que quand je dis int B égale à A, on a une copie. Donc si je modifie l'un, ça ne modifie pas l'autre. Alors que si maintenant je fais un personnage pointeur et que je l'appelle cible, qui vaut l'adresse de P, on a donc 8 bytes qui contiennent l'adresse de P, et l'adresse de P c'est 1221. Alors, vu que c'est un pointeur vers une structure, si je le différencie, j'ai un personnage. Et donc je peux accéder à ces variables. Par exemple, je peux le différencier et faire .vie. Et ça, c'est un entier que je peux appeler m. Et ça, vu que c'est quand même une syntaxe qui est un peu chiante à écrire, on a inventé la syntaxe petite flèche. Bon, je vous rappelle que tout ce qui est dit ici en théorie de C et C++, c'est dans le cours et aussi sur le tutoriel que j'ai référencé sur l'UV. Donc, les pointeurs, ce qui est important de retenir, c'est que toujours les initialiser à quelque chose. Si on ne peut pas initialiser à quelque chose, on peut les initialiser à nul. Et que si ils sont initialisés à nul, par exemple ici j'écris nul, ben là il y aura l'adresse 0. Et l'adresse 0, l'adresse 0 c'est une adresse qui n'est jamais assignée à quelque chose. Par contre, si on différencie ce pointeur nul, ça crée une erreur de segmentation. On n'a pas accès à l'adresse 0. Ah oui, j'ai oublié de parler de la dernière chose qui est l'allocation sur le tas. Pourquoi l'allocation sur le tas? Imaginez que vous avez une fonction et vous avez envie que cette fonction elle crée un personnage, par exemple m.vie égale 5 et m.point égale 2, et puis elle aimerait bien le renvoyer. Alors vous pouvez le renvoyer, bien entendu. Vous pouvez faire une fonction qui renvoie à un personnage, ce qui donc veut dire renvoyer 4 plus 2 bytes. Voilà. Ou bien vous pourrez vous dire, ok, 4 plus 2 bytes, bon, c'est pas le bon exemple. Parfois ça va être plus gros, hein, pour avoir une grosse structure. On aimerait bien le créer une fois pour toutes et pas faire des copies partout. Ouais. Et une manière de faire ceci, c'est grâce à l'allocation sur le tas. Ça permet de dire, ok, donne-moi une zone dans la mémoire, bien loin, bien au loin, genre ici. Donne-moi cette zone de mémoire là. Et là, j'aimerais bien stocker mon personnage, donc à l'adresse 1254. Qui, elle, ne sera pas considérée comme plus à moi une fois que la fonction finit. Parce que quand on avait une fonction normale et que et que la fonction était finie, la mémoire à l'intérieur était considérée comme plus à moi. Donc quand vous faites malloc, vous demandez une zone de la mémoire quelque part qui sera à vous jusqu'à ce que vous le redonniez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc dans la fonction ici, on a m. M qui vaut 12, 54. Et donc vu que maintenant on a un pointeur, on écrit les petites flèches, et on renvoie un pointeur. Voilà, ça c'est une manière. Et cette manière de faire, vu que maintenant vous avez demandé de la mémoire, il y a un moment où vous devez la rendre. Et comment ça se fait?
rendre une mémoire pareille. Vous faites free. Alors en C++, ce sera delete new. Et ici, ce sera new personnage. On commence à voir les origines du Java. Alors, il y a juste une petite différence, c'est que malloc, vous demandez le nombre de bytes que vous voulez. Eh ben, le nombre de bytes, en l'occurrence ici, c'est size of personnage, qui donc vaudra 6. On espère. Alors, vous pouvez aussi créer des tableaux comme ceci. Par exemple, vous vous dites, ok, j'en veux 5, s'il vous plaît. Et donc maintenant, vous avez 5 personnages à votre disposition. Ouais, c'est ça. Bon, ça, on verra dans le TP. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ceci? Mais c'est comme ça on peut créer en C des tableaux de taille dynamique. Faire des tableaux où on fait des append et des delete. Bon, là j'ai un peu malheureusement rushé là-dessus. Donc maintenant je vous laisse essayer de faire le TP qui va donc essayer de gérer des structures et des pointeurs alloués sur le tas. Donc le tas, je vous rappelle, c'est la mémoire qui se trouve quelque part, on ne sait pas où. Tout ceci, c'est ce que j'ai dit. Et donc l'application ici qu'on va faire, c'est on va créer une liste chaînée. Donc une liste chaînée, qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez, c'est une liste, et vous pouvez itérer les éléments de la liste, et ajouter un élément au début. Donc un nœud de liste, c'est un truc qui a une donnée, suivi d'un pointeur vers le nœud suivant. Donc dans cet exemple ici, c'est le pointeur qui pointe vers la tête de la liste, qui lui-même pointe vers le deuxième élément, qui lui-même pointe vers le troisième élément, qui lui-même pointe vers rien. Et rien, on va dire que c'est nul. L'avantage d'avoir un pointeur nul, c'est qu'on peut le comparer. On peut dire, est-ce que ce pointeur est nul? If P égale nul. Voilà. Donc, vous pouvez lire bien sûr l'énoncé. Mais l'idée est de créer une liste chaînée. Donc, on peut créer une fonction. Dans mon code, j'ai envie de pouvoir écrire P égale, ou L égale liste. Ajouter L5, ajouter L2, et puis faire un truc du genre for x in L, print x, ce qui va afficher, dans mon exemple, 2,5. Parce que je vous ai dit que ajouter, c'était plus facile d'ajouter au début de la liste. Voilà. On aimerait bien écrire ce genre de choses en utilisant une liste chaînée. En C. Voilà, j'ai suffisamment parlé. Il est 14h56. Je ne vais pas parler du makefile, c'est pas très important pour l'instant, c'est plus important quand vous devrez faire un projet. Et pour la conversion par partie c'est lié au makefile. Voilà. Et je vais me moucher. Et j'arrête l'enregistrement.